Donc, on vient de parler donc du préjudice environnemental, et donc en toute logique ensuite la mesure de l'impact environnemental d'une pollution va alimenter donc cette estimation du préjudice lié à la pollution. Et quand le sinistre survient en mer, ben, les règles entourant l'évaluation du préjudice obéissent en très grande partie à un ensemble de dispositions qui sont internationales, puisque souvent c'est en haute mer que cela se passe. Alors c'est un système qui est très intéressant parce qu'il permet d'indemniser facilement, mais il y a aussi c'est contrebalancé par un système de limitation de la responsabilité. Et donc le CEDRE a choisi d'inviter, du fait de son statut d'observateur, hein, le CEDRE est observateur au sein des FIPOL. Le CEDRE a demandé à Thomas Liebert des FIPOL d'intervenir sur cette notion de préjudice et de vous présenter les mécanismes d'intervention qui entourent les préjudices liés aux pollutions en mer. Donc je laisse la parole à Thomas Liebert, qui est directeur des relations extérieures des FIPOL et qui est aussi directeur des conférences, pour nous présenter le mécanisme d'indemnisation internationale lié aux pollutions concernant les navires citernes. Et merci pour l'invitation du FIPOL de participer à cette journée intéressante. Donc là, l'idée de cette présentation aujourd'hui, c'est de faire une sorte de présentation en deux phases principales. Premièrement, effectivement, comme vous le disiez, il s'agit de conventions internationales, d'un régime international, donc il faut toujours expliquer d'où ça vient et comment ça marche en général. Et puis ensuite, on ira un peu plus précisément sur les questions de demande d'indemnisation liées aux dommages environnementaux. Donc là, les 4 points, voilà, c'est donc l'idée de la présentation générale. On peut passer à la suivante. Alors, ce qu'il faut être bien clair, c'est que ces systèmes d'indemnisation en cas de pollution, d'abord, ça provient d'une agence des Nations Unies, l'Organisation maritime internationale, et qui s'occupe de tout ce qui touche la réglementation du transport maritime, et donc inclut des conventions visant à l'indemnisation des victimes potentielles de pollution ou d'accidents causés par des navires. Alors juste comme très rapidement, une petite présentation des conventions qui s'appliquent en termes de régimes internationaux. Donc le premier concerne les hydrocarbures donc transportés en tant que cargaison, et c'est cette convention-là dont on va parler aujourd'hui. Enfin, ces 2 conventions-là, la convention sur la responsabilité civile et la convention créant le FIPOL en tant qu'organisation d'appui ou de soutien supplémentaire en termes de financement. Donc ça, c'est le premier régime, et puis c'est l'ancien régime d'une certaine manière, puisqu'il a été créé, la convention sur la responsabilité civile a été créée en 1969, et est suivie par la convention donc créant le FIPOL en 1971. Et ces deux conventions fonctionnent concrètement depuis 1978, en fait, quand le FIPOL est entré en vigueur. Donc ça, c'est la convention la plus ancienne et la plus connue. Mais il y en existe d'autres. Donc il y en a une sur les hydrocarbures de soute qui date de 2001 et qui est entrée en vigueur en 2008. Celle-ci donc couvre les éventuelles pollutions causées par la soute, enfin le pétrole ou les produits transportés en soute par n'importe quel navire. Donc c'est une chose différente de la première. Donc la convention dont on parle aujourd'hui concerne les transports de cargaison de pétrole ou de produits qui sont persistants, pardon. Excusez-moi pour la perte de mots français de temps en temps, mais j'ai tendance à pratiquer l'anglais au quotidien, alors c'est un petit peu difficile parfois. Donc, les hydrocarbures de soute qui couvrent donc les potentiels dommages causés par les soutes de n'importe quel navire. Ensuite, il y a aussi une convention qui concerne l'enlèvement des épaves. C'est une convention plus récente qui date de 2007, mais qui n'est en vigueur que depuis 2015. Alors c'est moins sur des produits pétroliers, mais plus sur les dommages causés par les potentielles épaves de navires ou de transport de type container qui peuvent avoir été transportés par ces navires et qui peuvent ensuite être récupérés dans le cadre de cette convention. Et puis la dernière, c'est sur les produits chimiques.
donc les potentiels dommages causés par les cargaisons de produits chimiques transportés par les navires, qui n'est pas encore entré en vigueur, qui existe depuis 96 en fait, qui a été modifié en 2010, qui est en train de bouger dans la bonne direction et qui est important puisque c'est les dernières conventions en fait qui concernent la responsabilité civile et l'indemnisation pour tout ce qui est transporté en mer, qui n'est pas encore en position. Voilà, donc ça c'est pour avoir juste une petite vue générale de la question, mais aujourd'hui effectivement on se concentre sur les conventions CLC et FIPOL, donc la première. Je peux passer à la slide suivante, merci. Donc les FIPOL, de quoi s'agit-il? On parle donc des fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Et en fait, c'est la création d'une organisation intergouvernementale qui a été créée donc en 1978 dans sa première version, qui a été créée ensuite en 92 dans sa deuxième version. En fait, il y a eu une révision de la convention qui a été censée améliorer les dispositions qui étaient prévues. L'idée de cette convention et de cette organisation, c'est de fournir des indemnisations donc aux victimes des dommages dus à la pollution causée par les hydrocarbures persistants et qui proviennent de navires citernes. Donc on est bien clair, les pétroliers qui transportent des hydrocarbures persistants, cette convention et cette organisation peuvent s'appliquer, être utilisées pour récupérer de l'indemnisation. L'idée, c'est une application uniforme, c'est-à-dire que quand on regarde la carte, on voit qu'il y a beaucoup d'États qui sont membres de ce système. En vert foncé, c'est le fonds de 1992. En doré, c'est le fonds complémentaire dont je reviendrai dessus un petit peu après. Donc vous voyez que quand vous regardez le vert foncé et l'or, la couleur dorée, ça fait beaucoup de pays qui sont couverts par ce régime. Donc l'idée d'avoir une application standard pour tout le monde, partout où ces conventions s'appliquent. Et puis l'idée d'une égalité de traitement entre tous les demandeurs, donc il n'y a pas de tenue, de mise en avant ou de préférence donnée à tel ou tel type de demandeur. L'idée c'est vraiment une égalité de traitement dans le même pays ou dans n'importe quel pays. Ensuite, donc c'est un petit peu la suite de la précédente là. Donc une indemnisation aux victimes des dommages. Ok. En général, avec un règlement à l'amiable, c'est-à-dire que tout demandeur d'indemnisation fait une demande par l'intermédiaire d'un dossier, comme si vous adressiez une assurance normale de voiture ou de maison, pour obtenir donc les remboursements. Bien entendu, il s'agit de vérifier que la demande est acceptable, etc. Mais une fois que ces nécessités sont prouvées. Donc l'idée, c'est d'un règlement à l'amiable. Il n'y a pas nécessairement la nécessité d'aller au travers d'un tribunal pour se mettre d'accord sur un montant et ensuite le faire adopter. Ça peut se produire si le demandeur n'est pas d'accord, mais en règle générale, c'est donc un règlement à l'amiable. Et on parle bien d'hydrocarbures persistants et on parle bien de navires citernes. Il y a souvent des conventions, des confusions avec ces conventions et certains peuvent penser que n'importe quel type de pollution peut être couvert par le FIPOL ou par la convention, les deux conventions en général. Ce n'est pas le cas. On est bien sur ces types d'accidents-là uniquement. Et en termes de couverture territoriale, on parle bien du territoire, des eaux territoriales et de la zone économique exclusive des États membres de ces conventions. Donc c'est un cadre large. Quand on regarde la structure, juste pour être un petit peu plus clair, puisqu'on parle de deux conventions, en fait elles fonctionnent ensemble, mais l'une d'abord et l'autre ensuite. Donc quand on regarde par en bas, on voit qu'on parle en termes de convention. Donc la première, c'est celle de convention 92 sur la responsabilité civile, donc cette convention qu'on appelle la CLC, qui est le premier niveau. C'est ce qui est financé par les propriétaires de navires. C'est-à-dire que leur engagement en naviguant des navires, c'est d'avoir une assurance garantie, assurance qui respecte les dispositions de cette convention et qui permettent donc aux victimes de se voir garantie un remboursement de leurs frais ou de leurs coûts si nécessaire. Donc le propriétaire du navire est la première garantie de fourniture d'assurance au travers de leur propre prime d'assurance qu'ils négocient avec les P&I Clubs pour obtenir donc le montant jusqu'à un certain niveau. S'il se trouve que sur l'intégralité de l'incident, les montants disponibles au niveau du propriétaire du navire ne sont pas suffisants pour payer l'intégralité des demandes qui sont acceptables, c'est là que le FIPOL intervient avec donc le fonds de 92, qui est la première base, la première série ou la première capacité, disons. Donc c'est cette convention de 92 qui a un fonds, et ce fonds est alimenté par les réceptionnaires d'hydrocarbures, c'est-à-dire ceux qui finalement causent le déplacement des navires avec des produits pétroliers à bord.
et qui donc bénéficient de ces mouvements pétroliers. Et donc eux contribuent à ce fonds et donc contribuent au remboursement des frais potentiels ou des pertes causées par les personnes ou aux personnes. Il existe donc un fonds complémentaire aussi depuis 2003 qui lui rajoute en fait des montants financiers et qui fonctionnent sinon de la même façon, c'est-à-dire que c'est un autre fonds qui est géré par le fonds de 92 et qui ne s'applique que dans les pays qui sont membres du fonds complémentaire. La France en fait partie et c'est avec les mêmes réceptionnaires, mais uniquement ceux qui sont actifs dans les États qui sont membres du fonds complémentaire. Donc c'est un groupe plus petit. On a une centaine de, on a 114 États pour le fonds de 92 et on en a une trentaine pour le fonds complémentaire. Donc c'est pas tout à fait le même niveau. Ensuite. Donc en termes de portée aspect des conventions, rapidement les points principaux. Donc quand on regarde la première convention, donc la CLC. Donc, responsabilité objective du propriétaire. Donc, il ne s'agit pas de savoir à l'avance qui est responsable de l'accident. L'idée, c'est que du moment qu'il y a un accident, le propriétaire du navire est celui qui va être d'abord responsable, qui va payer avec son assurance et qui pourra ensuite vérifier ou éventuellement discuter ou faire une action en justice contre d'éventuels autres acteurs qui sont en réalité les causeurs de l'incident au départ. Si c'est par exemple le résultat d'une collision, c'est pas forcément le pétrolier qui est entré en collision, ça peut être un autre navire qui lui est rentré dedans, mais le système c'est qu'on commence avec le propriétaire du navire pour rendre le paiement le plus rapide possible. Il y a une limitation, ça dépend de la jauge du navire, donc selon la taille du navire, on va voir ça juste après, donc c'est pas le même montant pour tous les navires. L'obligation de l'assurance, donc on l'a vu, c'est nécessaire. Si elle n'existe pas, à ce moment-là, le FIPOL peut intervenir plus tôt. Et puis, il y a quelques rares exceptions. Par exemple, les attentats de type terrorisme ne sont pas forcément couverts, enfin, ne sont pas couverts du tout par ces conventions. Ensuite, pour le deuxième niveau, donc la convention de 92 qui crée le fonds, le FIPOL. Donc les indemnités sont là effectivement quand il y a des dommages supérieurs à la responsabilité du propriétaire, comme je disais tout à l'heure. Si ça dépasse les montants de la première convention, à ce moment-là, le FIPOL intervient. Ça peut être aussi si le propriétaire n'est pas capable de payer de s'acquitter de ses obligations. À ce moment-là, le FIPOL peut intervenir pour remplacer aussi le propriétaire du navire. Et si toutefois le propriétaire du navire n'a pas de responsabilité dans le cadre de la convention de CLC. Donc les 2-3 exceptions qui existent, c'est très rare, ça arrive presque jamais. L'indemnisation disponible sous cette convention-là, par le FIPOL, 203 millions de droits de tirage spéciaux. Donc là, on parle d'un montant qui est à peu près de 210 millions 280 millions de dollars US. Les contributions, on l'a dit, c'est les réceptionnaires d'hydrocarbures dans les États parties. Et puis les exceptions sont limitées. Acte de guerre ou un navire d'État, c'est une exception. Et puis quand le demandeur ne peut pas prouver que le navire auquel on pense est la cause du dommage. Donc il peut y avoir des situations où il y a eu un incident impliquant un navire citerne, mais la pollution causée ne vient pas de ce navire citerne. Les demandes d'indemnisation ne correspondent donc pas à l'application de cette convention. Prochaine. Donc, troisième niveau, ça c'est le fonds complémentaire dont je parlais tout à l'heure, qui est donc plus limité sur le nombre d'États concernés, mais il est là pour apporter plus d'argent. Et pour être clair, c'est un fonds qui a été donc approuvé en 2003, peu après finalement les périodes d'Erika et Prestige, qui ont finalement levé ce besoin, réalisant que les montants disponibles dans le système international n'étaient pas forcément suffisants pour couvrir toutes les demandes d'indemnisation. Donc l'idée d'avoir un fonds complémentaire pour les États qui pensent être plus affectés en termes de montant, c'est de ça que vient l'idée. Donc là, on parle de 750 millions de droits de tirage spéciaux, donc là on est au-delà du milliard de dollars, et donc ça permet un champ d'application beaucoup plus large. Les contributions sont les mêmes, on l'a dit, il y a juste... si certains États très petits qui n'ont pas de receveurs de produits pétroliers doivent à ce moment-là participer financièrement eux-mêmes. On en a 4 ou 5 qui sont dans cette situation, mais ça c'est un détail. Ensuite, on arrive maintenant à la question des... bon là, ça c'est la limite, après on passe à la définition des dommages. Donc les limites, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Oui, pardon. Donc c'est juste pour remontrer, le gris clair, c'est la convention CLC, donc la première convention qui offre 125 millions de dollars maximum, mais vous voyez que c'est en fonction de la taille du navire. Donc ça commence par la plus petite taille à 4,5 millions de droits de tirage spéciaux, et puis ça monte jusqu'à 140 millions de tonnes de tonnage, et ensuite ça reste plat, ça reste le même montant jusqu'à la fin. Quand vous comparez avec le fonds de 92, donc la partie gris foncé, vous voyez que les montants disponibles sous le fonds ne dépendent pas de la taille du navire. C'est le même montant quelle que soit la taille du navire. Donc ça peut être utile dans certains cas où il y a un petit navire qui crée de gros dommages. À ce moment-là, le fonds peut avoir à payer beaucoup plus que le propriétaire du navire. Et puis en jaune, donc le fonds complémentaire qui est dans la même situation. Il couvre le même montant quelle que soit la taille du navire. Voilà. Donc point suivant. La définition du dommage dans ces conventions. Donc là, c'est une version légèrement raccourcie, pas beaucoup, juste 2-3 petits mots qui servent à rien dans notre discussion ici aujourd'hui. Donc ici, on parle du préjudice causé à l'extérieur du navire par une contamination. Et donc en jaune, vous voyez, étant entendu que les indemnités versées au titre de l'altération de l'environnement sont limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état. Mais en fait, il y a aussi l'autre morceau du milieu qu'il faut lire et qui est tout aussi important. C'est donc les indemnités versées au titre de l'altération de l'environnement, autres que le manque à gagner dû à cette altération, seront limitées au coût des mesures. Donc en fait, ici, cette définition qui est difficile à lire simplement, le dommage par pollution et les possibles indemnisations couvrent en fait tous les types de dommages causés à l'environnement, que ce soit sous une dimension économique ou sous une dimension purement environnementale. C'est-à-dire que si on parle de dommages à l'environnement, c'est couvrable, avec certaines limitations, mais si on parle de dommages à l'environnement qui ont des conséquences essentiellement économiques, par exemple toutes les activités de pêche ou de tourisme, à ce moment-là, c'est aussi des mesures visant à rétablir l'environnement, mais avec un angle économique beaucoup plus important qu'un angle seulement environnemental. Et le deuxième point, c'est le coût des mesures de sauvegarde, qui sont les mesures prises en vue des dommages causés par les mesures de réponse aux dommages environnementaux. Là aussi, on parle de remboursements possibles, qui sont évidemment des points liés à l'environnement et à la protection de l'environnement ou à son rétablissement le plus rapidement possible. Donc, malgré l'absence de claire façon de l'écrire, la définition, il y a beaucoup d'éléments de protection de l'environnement qui sont en fait inclus dans cette convention. Là, c'est une façon, sous forme de dessin, d'essayer de le faire clair. Donc, il y a des coûts d'opération de nettoyage, c'est une chose, les préjudices économiques par les professionnels de pêche ou mariculture, et ça va même au-delà. Par exemple, ça peut toucher d'autres situations comme les gestionnaires d'une réserve naturelle, par exemple, qui est donc une activité économique parce qu'il y a de l'entrée potentiellement payante, mais qui sont donc des préjudices économiques en même temps qu'environnementaux. Vous avez les préjudices économiques dans le secteur du tourisme aussi, donc qui sont aussi une dimension environnementale. Les coûts de remise en état de l'environnement, sans parler de dimension économique, mais simplement l'état de l'environnement tel qu'il est, comment on peut le remettre en état, le remettre en place. Le seul point qui est peut-être pas vraiment en liaison avec l'environnement, c'est les dommages aux biens. Il peut y avoir donc un navire effectivement qui a été abîmé par la pollution, qui nécessite d'être réparé. Là, c'est pas de l'environnement, c'est juste la réparation des objets. Ok. Donc, quand on descend vraiment sur la question des demandes d'indemnisation pour les questions environnementales, vraiment, on a ces trois catégories qu'on a classifiées de cette façon-là. Donc, le premier point, c'est le manque à gagner résultant de l'altération de l'environnement. Donc, une activité qu'on mène normalement, qui rapporte de l'argent et qui est en fait une activité qui utilise l'environnement d'une manière ou d'une autre. Donc, des pêcheries, des lieux touristiques au bord de la mer, des choses comme ça. Manque à gagner dû à la pollution. Comment récupérer ça pour pouvoir continuer ensuite à fonctionner comme économiste ou enfin comme travailleur. Le deuxième point, c'est le coût des études post-sinistre. Alors là, c'est quand on est dans la phase de vouloir anticiper des travaux visant à rétablir l'environnement le plus vite possible, lui redonner des meilleures chances. Donc, il peut être très utile, effectivement, de faire des études.
préalable à la mise en place de ces travaux pour être certain d'avoir une proposition qui peut fonctionner. Et puis après, donc le coût des mesures de remise en état qui sont souvent donc basées sur les résultats des études post-sinistre ou parfois directement parce qu'il y a une évidence à quoi faire pour remettre l'environnement dans son état. Et donc, ce sont les trois types de catégories. Donc, une vraiment économique et les deux autres qui sont plus, disons, concrètement, comment rétablir l'environnement le plus possible tel qu'il était avant l'incident, avant la pollution. Ensuite, donc les principes généraux sont assez évidents. Je crois que je vais passer assez vite dessus. Il est évident que c'est pas parce qu'il y a un sinistre qu'on va recevoir une indemnisation. Il faut pouvoir prouver qu'on a bien souffert quelque chose du fait du sinistre, que les dépenses doivent être encourues. Il faut pouvoir démontrer qu'on a fait des dépenses, ou qu'on a eu des pertes, ou qu'on a eu des dommages. Et tout ça, ce sont des éléments de nécessité de n'importe quelle assurance. Il n'y a rien de bien particulier là-dedans. Les mesures qui sont prises, par exemple, pour nettoyer, doivent être raisonnables. Ça ne peut pas être complètement excessif. Si vous demandez à un énorme semi-remorque de venir ramasser les 15 kilos d'algues pétrolées que vous avez au bord de la plage, c'est peut-être un peu excessif. Donc, il s'agit de mener des mesures qui sont adéquates. Le lien de causalité suffisant entre le préjudice et la pollution. Donc, la situation dans laquelle, je sais pas, il y a une pollution donc sur la plage, et puis vous avez des montagnes qui, à 2 heures de là, offrent quelques possibilités de touristes qui sont intéressés à venir. Peuvent-ils réclamer une indemnisation en disant que c'est les gens qui d'habitude vont à la plage, ensuite montent en haut de la montagne, qui n'ont pas pu venir parce que ça a été annulé et donc du coup on n'a pas non plus d'argent. C'est la distance en fait entre la perte que vous estimez avoir et la pollution. Il y a tout un tas de nécessités, disons, de pouvoir démontrer le lien entre la pollution et votre perte. Donc il y a une logique là, mais il faut pouvoir le prouver, il faut pouvoir le démontrer. C'est ce qui fait que, comme vous voyez sur l'image, ça peut créer des dossiers assez gros, parce qu'il faut pouvoir fournir plein de documentation pour démontrer en quoi vous pouvez justifier votre perte, puisque on sait très bien que dans ce genre de situation, il est toujours risqué qu'il y ait des demandeurs d'indemnisation qui essayent de profiter entre guillemets d'une situation de ce genre pour essayer de récupérer de l'argent parce que c'est une opportunité. Donc il faut pouvoir le démontrer. Il faut prouver le préjudice. Ensuite, donc section par section, rapidement. On donne quoi pour le temps là? Parce que du coup j'ai perdu le sens de à quelle heure j'ai démarré. C'est bon, Thomas, tu peux continuer. Ok. Donc sur nos trois catégories, la recevabilité des demandes. Donc, quand on parle de préjudice économique, les manques à gagner résultant donc de l'altération de l'environnement, il y a deux possibilités potentielles. C'est le demandeur qui a des demandes donc suite à des biens qui ont été pollués. Donc on appelle ça un préjudice consécutif, c'est-à-dire que par exemple vous êtes pêcheur et votre équipement de pêche a été abîmé. Alors ça peut être le navire, ça peut être les filets, ça peut être différents équipements positionnés. Bon, si je pars dans des mots compliqués, je ne les retrouve plus en français. Donc bon, des outils nécessaires pour le travail. Ou alors non pollués, qu'on appelle préjudice économique pur. C'est-à-dire que finalement, le pêcheur, le même, n'est pas du tout affecté par la pollution sur son équipement, mais le fait qu'il y ait une pollution dans la zone de pêche habituelle l'empêche donc d'aller faire une opération de pêche qui lui permet ensuite de vendre ce poisson et donc de récupérer des revenus. Ça fait partie aussi des possibilités de faire une demande d'indemnisation. Donc c'est le deux types de situations. Donc vous êtes impacté vous-même directement, vos équipements, votre situation, votre lieu, ou alors vous ne l'êtes pas directement comme ça, mais le fait de l'existence de la pollution dans la région vous empêche de faire vos activités économiques normales. Et ça c'est valable aussi bien pour la pêche que pour le tourisme. Évidemment pas les mêmes situations, et là on ne pourrait pas rentrer dans le détail, ça serait trop long, mais c'est les deux catégories, disons, qui sont les plus développées dans nos expériences, et c'est pour ça qu'on a deux publications spécifiques qui couvrent ces deux matières, mais c'est vrai que ça peut toucher aussi d'autres
D'autres sujets, je disais tout à l'heure, parcs marins, réserves naturelles, par exemple, ne sont pas vraiment ni de la pêche ni du tourisme, c'est un peu entre les deux. Ça peut être un bien qui appartient à une communauté locale, une ville ou un village, ou des choses comme ça. Et là, il peut y avoir des baisses de recettes car il n'y a plus de visiteurs qui viennent, puisque toute la région est abîmée. Il n'y a pas d'intérêt pour les gens de venir visiter ça, donc ils vont pas venir, donc il y a une perte. Donc ça aussi, c'est un manque à gagner qui peut se demander, qui peut se réclamer en tant que demande d'indemnisation. Le prochain, oui, les études post-sinistres. Donc, le coût des études qui permet de définir la nature et l'étendue des dommages environnementaux. Là, l'idée, c'est que l'expérience a démontré qu'il y a eu beaucoup de situations où les demandes pour l'environnement ont été faites un petit peu par hasard, un petit peu par chance, par ambition. Et il est clair que la possibilité de démontrer par des études permet de développer des plans, des mesures à prendre qui sont beaucoup plus viables, beaucoup plus justifiables que si c'est monté un petit peu par hasard, quoi. Donc ces études sont utiles et ça fait partie bien que ce ne soit pas vraiment décrit comme ça dans la Convention, ça fait partie des types de demandes qui peuvent être présentées pour être indemnisées. Donc il est possible pour les villes, par exemple, ou les régions, de se lancer sur ce type d'études et ensuite de faire une demande d'indemnisation pour le coût de l'étude, que ce soit d'ailleurs un coût d'étude qui conclut qu'il faut faire quelque chose ou qu'il est nécessaire de rien faire, ça fait partie des actions possibles. Il faut évidemment que les études, comme vous le voyez là, soient liées avec le dommage par la pollution, soient complètes, etc. Enfin bref, des critères évidents, mais qui sont vraiment très utiles et qui permettent de faire changer les choses en termes d'efficacité. Et là-dessus, les études de ce genre, c'est en général accepté par l'État lui-même, par les collectivités locales, ça peut être aussi par des ONG spécialisées dans leur secteur particulier, ou ça peut être aussi des propriétaires individuels, par exemple de certaines portions de l'environnement qui peuvent avoir besoin de démontrer ce qu'il est nécessaire de faire pour ensuite pouvoir obtenir un financement de ces activités. Donc ça, c'est une partie des dommages à l'environnement qui continue à se développer de plus en plus au fur et à mesure des années. À un moment donné, juste avant, vous parliez finalement, quand on parlait des expériences entre un incident et un autre, et où on se rend compte que les choses évoluent dans la façon de les traiter, c'est pour nous la même chose. Toutes ces notions de demande d'indemnisation et les critères utilisés, c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Depuis 40 ans que l'organisation existe, les critères acceptables ont beaucoup évolué, ont beaucoup changé au fur et à mesure. Et donc là, par exemple, ça fait partie des développements plus récents. La prochaine. Là-dessus, donc toujours sur les études post-sinistres, bon, je vous ai dit en gros, il est clair que certains sinistres sont très longs, et donc faire une étude avant la fin du sinistre est tout à fait envisageable si ça se démontre comme étant utile, parce que ça peut permettre de lancer des programmes de réhabilitation écologique bien en avance, ou à temps, et pas trop tard. L'importance mais de consulter le FIPOL et les assureurs impliqués, ou l'assureur impliqué avec le navire, dans tous ces types de discussions est important parce que une fois qu'on se met d'accord en avance de la validité de ce type d'études et des éventualités d'action basées sur nos expériences, notre pratique, ça peut permettre d'aller beaucoup plus vite et d'éviter ensuite des conflits d'appréciation sur la validité ou l'intérêt d'avoir ce genre d'études qui soient menées. Donc il est important que la coopération avec nous en tant que fournisseurs d'argent pour ce type d'action et ceux qui veulent le faire soit mise en place dès le début pour éviter des conflits, disons, d'interprétation ou de conclusion. Ok, suite. Donc après, sur les derniers points, les mesures de mise en état, de remise en état. Donc là, l'idée c'est le site est endommagé, comment on peut le remettre dans l'état écologique d'origine, donc avant l'accident. Voilà, vous avez un petit exemple. Bon, c'est juste une plage, c'est relativement simple, mais au moins c'est clair. Comment c'était avant, après, on aurait pu mettre, si on avait
l'image de avant la pollution, ça serait pas mal aussi, si c'était la même chose que celle qu'on a pour après la pollution. Mais donc, si on connaît bien une zone géographique, on sait comment elle était avant l'incident, est-ce qu'on peut arriver à la remettre dans cet état avec des mesures de nettoyage, avec des mesures de remise en place ou de repoussage de végétaux ou de choses comme ça. C'est ça qui est important, essayer d'identifier qu'est-ce qu'il est possible de faire. Et donc les types d'actions, ça peut être très variable selon les situations évidemment. Les opérations de nettoyage sont très importantes. Alors parfois elles sont classifiées comme étant des opérations de lutte anti-pollution, qui est une de nos catégories. Parfois elles sont classifiées comme une activité dans le cadre de l'environnement. Peu importe, de toute façon c'est le même argent, on ne fait pas de différence du montant d'argent disponible, c'est un total, mais il y a donc parfois des différents points de vue sur où est-ce que ça doit se trouver, peu importe. Donc, mais les opérations de nettoyage sont certainement là pour minimiser la pollution, les dommages qui ont été causés et pour faciliter le retour de la nature au plus vite possible. Après, alors voilà, 2 exemples, replantation de mangroves ou réapprovisionnement en sable. Si sur une plage de sable, effectivement, le sable a été enlevé comme étant la meilleure méthode pour pouvoir le nettoyer ensuite ailleurs, et de pouvoir faire venir du sable pour réapprovisionner la zone, ça fait partie des choses possibles. Alors là, on n'entrera pas dans des débats sur quelle est la bonne mesure en fonction de telle situation, puisque ce type d'action peut être adapté dans certains endroits et pas du tout ailleurs. Donc ce sont vraiment juste des exemples très, très simples, mais juste pour en parler. Peter Taylor plutôt parlait du NIBA, et c'est une série donc de techniques d'évaluation, d'éléments d'évaluation qu'on utilise au FIPOL comme élément pour aider à démontrer l'efficacité des opérations menées ou la possibilité de justifier une demande d'indemnisation si ça respecte effectivement ce type de mesures ou pas d'expérience mais de pratiques qui sont reconnues par l'industrie, par beaucoup de pays. Donc voilà, donc ça c'est les exemples, enfin les types de situations qu'on a pour la remise en état. Prochaine slide. Et encore une fois, les critères d'acceptation, encore une fois, des choses logiques. Donc, ce sont bien des actions qui visent à faciliter la reconstitution de l'élément de l'environnement qui a été endommagé, pas autre chose. Donc, ça fait partie des situations où il y a eu des cas dans des incidents où on se retrouve avec des demandes et puis finalement, une fois l'argent fourni, l'argent fourni n'est pas vraiment utilisé pour la demande qui a été faite au départ, mais c'est utilisé pour autre chose. Donc ça, c'est évidemment des situations à éviter au maximum. Il s'agit d'être en liaison avec ce qui a été prévu. Et il faut que donc les demandes permettent d'accélérer le processus de rétablissement, ne crée pas d'autres conséquences ailleurs sur l'environnement, évidemment. Vous pouvez réparer quelque chose, mais si ça crée des dommages ailleurs, c'est évidemment discutable ou disputable. Et voilà, et après, bon, question de limitation sur la longueur et donc le coût que ça va coûter. Il est préférable dans certains cas de lancer des opérations qui permettent de voir au bout de 3 mois, 6 mois, quel est le résultat, et ensuite d'éventuellement décider une nouvelle série d'opérations qui peut être différente, parce que les nécessités ont évolué avec le temps. Il ne s'agit pas nécessairement de se mettre d'accord sur des solutions qui sont intouchables après coup. Donc parfois un système de décision par étape est une bonne approche. Ensuite. Alors, je certainement n'entrerai pas dans des longs débats sur cette affaire après avoir écouté la présentation juste avant, puisque je pense que j'aurai pas nécessairement tous les mots pour répondre à vos questions, mais il est clair que l'élément en faune sauvage est important évidemment dans les dommages à l'environnement, et vous avez eu pas mal de cas ici en France qui ont démontré que effectivement les dommages à la faune sont très très réels. C'est un sujet qui, dans le cas de l'ERICA par exemple, a posé un certain nombre de questions, parce que, comme vous l'avez démontré vous-même, et là ce sont des chiffres aussi qui sont assez similaires, la difficulté de parfois pouvoir justifier les montants
réclamables sur des opérations qui risquent de ne pas fonctionner efficacement. Alors là, c'est un point complexe. Il y a aussi la question de la comparaison d'une créature à une autre ou d'un animal à un autre, et donc l'efficacité de la réponse pour certains animaux et contre d'autres pour qui c'est vraiment très difficile. La question de la rareté d'un animal contre la communalité d'un autre. Donc les questions de choix à faire et les difficultés. Donc là, ici, c'est simplement un exemple. Pas pour parler de coût, mais juste pour parler de situation. Donc, dans le cas de l'Erika, les guillemots dont vous avez parlé plus tôt, et donc la quantité de guillemots mazoutés, le nombre qui ont été ramassés morts, ramassés vivants et ceux qui ont été relâchés après nettoyage, ça correspond à un pourcentage assez faible finalement. Quand on compare avec une autre situation comme les pingouins dans le cadre du Treasure, c'était un cas en Afrique du Sud. Alors, on n'a pas nécessairement, nous, au FIPOL, une expérience très profonde, enfin large de traitement de pingouins, mais celui-là, c'était un cas qui s'est produit, qu'on aurait géré en partie, mais l'Afrique du Sud n'était pas encore membre de nos conventions. Où là, donc, on a vu un total de pingouins mazoutés 23 000, avec un total mortalité relativement faible, par rapport à, si on devait comparer à une situation comme ceux des guillemots. Bon, c'est la difficulté dans ce type de situation de pouvoir expliquer comment évaluer les dommages et le coût aussi des dommages par animal. Comme vous l'avez présenté vous-même, c'est difficile. Parfois, on est obligé de s'installer d'utiliser des solutions qui ne sont pas vraiment nécessairement les plus évidentes. Utiliser comme vous le dites, le gibier comme référence pour avoir un tarif, des choses comme ça, c'est compliqué. C'est facile d'utiliser ça comme exemple ici dans la faune sauvage, mais c'est aussi valable dans n'importe quel type de demande d'indemnisation qu'on a, aussi bien sur les opérations de lutte anti-pollution que sur les dommages économiques. Il est toujours difficile de pouvoir tout démontrer, mais il est clair que la faune sauvage est un sujet qui est complexe dans la partie dommages à l'environnement de ces conventions de l'OMI. C'est clair qu'il y a des évolutions à envisager là-dessus, mais qui ne sont pas forcément simples à trouver. Voilà, après on arrive au dernier point, je crois, presque. Oui. Sur les demandes d'indemnisation qui ne sont pas recevables, juste pour donner quelques exemples. Le plus important, sans doute, le premier, la perte d'un agrément ou d'une gêne sans perte financière. Là, c'est les points qui touchent à, par exemple, des gens qui aiment aller à la plage le matin pour se promener, parce que c'est sympathique et ça redonne un peu de l'énergie, et c'est pas possible parce que la plage en question a été polluée. Ça ne crée pas la possibilité d'une demande de compensation financière, le fait de ne pas avoir accès à, en tant que piéton, à une plage qui est complètement ouverte, qui ne nécessite pas de payer quoi que ce soit, qui est juste pour traverser. Là, ce sont le type de demandes d'indemnisation qui, normalement, ne sont pas acceptables. Parce qu'il n'y a pas de perte financière justifiable derrière la demande. C'est juste un ennui personnel, quoi. On a une préférence pour aller se promener sur le bord de la plage, il va falloir faire autre chose pendant un temps, mais ce ne sont pas le type de demandes qui peuvent être acceptées dans nos conventions si elles sont présentées. Un autre point très important, c'est ces demandes d'indemnisation qui s'appuient sur des systèmes de calculation, de calcul théorique. Donc l'idée qu'un pays, alors il y en a quelques-uns qui ont ça, de moins en moins heureusement, qui vont dire, bon, alors s'il y a 10 tonnes de pétrole versé dans la mer près de la côte, ça va coûter tant d'argent par tonne, et vous devez donc nous payer, à nous l'État, tout cet argent-là, parce que c'est notre façon de définir comment les coûts sont calculés. Donc ça, ce sont des choses qu'on rejette. Il y a eu des cas dans nos affaires au fur et à mesure des années, pas beaucoup heureusement, qui ont posé des problèmes de ce genre, et donc il a été rejeté la possibilité de faire des demandes de ce type. On ne paye pas non plus de demandes de nature punitive, donc s'il y a des comment on appelle ça, des punitions, enfin comme quand on est en voiture, des amendes liées à une action, par exemple illégale, le fait d'avoir une pollution, des choses comme ça. Ça ne sont pas des choses qu'on prendrait en vigueur. On ne peut pas faire passer pour une demande d'indemnisation ce qui est en fait une
une sorte de traitement de type police, mauvaise gestion de l'environnement, des choses comme ça. Voilà, en gros, l'idée des choses qui sont pas recevables. C'est évidemment pas une liste qui se veut complète, hein, puisque chaque situation est de toute façon toujours sujet à des discussions, à des moments, mais ce sont des idées générales. La prochaine, et on y est presque. Juste un point important, là, il y a un système de prescription, c'est-à-dire que vous avez le droit de faire votre demande d'indemnisation sous 3 ans, après que vous ayez souffert d'un dommage dû au sinistre. Et donc, c'est important. Et si c'est pas possible d'être fait, parce que par exemple, si vous êtes à un hôtel, vous voulez attendre 2 saisons pour voir un peu quelle est la situation, et c'est un peu juste, ou au niveau de la saison, justement, ça s'est pas passé au bon moment, d'une certaine manière, à ce moment-là, il est important de faire une demande auprès du tribunal pour déposer sa demande en tant que victime, pour pouvoir ensuite quand même mener une demande d'indemnisation officielle auprès du FIPOL ou de l'assureur. Et donc c'est 3 ans maximum. On parle de 6 ans aussi, mais ça c'est un détail, c'est pas important à ce stade-là. Et deux dernières slides, c'est bon, tu peux passer. Juste si vous allez sur notre site internet, vous trouverez tous ces documents-là qui sont téléchargeables gratuitement dans les 3 langues que nous avons, donc français, anglais, espagnol, et qui démontrent donc, qui expliquent tous les systèmes d'indemnisation, tous les critères acceptables. Donc vous en avez un sur chaque sujet. Et puis il y a quelques autres points qui sont plus liés aux États sur quel type de mesures à prendre si vous avez un incident et quoi faire pour bénéficier au maximum des avantages du FIPOL ou des assureurs de navires. Voilà, et après, donc, le dernier point, c'est simplement un élément de chiffre, juste pour dire que si on prend le total des fonds de 71 et de 92, on a géré 156 sinistres et payé 747 millions de livres d'indemnité dans tous ces cas-là. Vous voyez que le fonds complémentaire n'a eu aucun sinistre encore. Il a été créé en 2003, mais finalement aucun des États membres n'a souffert d'un incident depuis 2005 en fait. Voilà, donc ça c'est juste pour avoir une petite information. Et le dernier point, c'est juste une série de références. En fait, si vous avez besoin de vérifier sur nos sites web plus l'information, donc le FIPOL, c'est l'adresse générale avec toute l'information que vous pouvez souhaiter. Il y a une dimension supplémentaire qui donne l'accès à tous les documents que l'Assemblée des FIPOL gère, comme aujourd'hui par exemple. Donc les documents sont tous disponibles là. Et puis le site web aussi pour la convention SNPD, donc la convention sur les produits chimiques, que nous gérons aussi actuellement. Et voilà. Et puis après, on est là sur Twitter et LinkedIn si vous préférez ce genre de type de source d'information. Voilà. Et donc, je ne peux pas vous montrer les documents, puisque vous ne me voyez pas. Mais donc, ces documents dont on montrait l'image juste avant sont effectivement très utiles, dans le sens où il y a pas mal d'exemples aussi qui sont donnés quand c'est possible, qui expliquent des situations particulières. Donc, je vous recommande, pour ceux qui veulent se spécialiser dans un point spécifique, celui de l'environnement ou autre, d'aller examiner ces documents de plus près, parce qu'il y a beaucoup d'informations utiles. Voilà, je vous remercie de votre attention. Jeantet a une question à te poser, Thomas, enfin plusieurs questions. Jeantet est à la direction de l'eau et de la biodiversité au ministère de la Transition écologique. Et elle voulait avoir une idée de la tendance de l'évolution des sinistres ouverts au titre de la CLC 1992. Tu peux répéter juste le début de la question? J'ai raté le début. Avoir des éléments tendanciels concernant le nombre de cas ayant été ouverts à l'activation de la CLC 92 durant ces dernières années. En nombre, en chiffres, dans les dernières années, en fait, c'est de plus en plus réduit, hein, puisque évidemment, vous savez que statistiquement, les accidents de tankers, de navires citernes sont vraiment presque inconnus maintenant. Le dernier incident majeur, ça date de 2007 en Corée, le Heavy Spirit, qui a été vraiment notre plus gros incident et le plus gros dans toute l'histoire des FIPOL. Donc là, ça fait 15 ans maintenant. Mais pour d'autres incidents plus récents, en fait, on a eu plusieurs cas assez plus petits dans leur taille. On a 2 incidents en Grèce, on en a
un autre en Corée qui existe encore, un en Afrique, en Nigeria. On en a 7-8 qui sont actuellement actifs. Il est difficile de vous dire sur les 10 dernières années, voilà, tant qu'il y en a eu. C'est quelque chose que vous pouvez regarder sur notre site web si vous voulez faire des recherches un peu de cette façon, parce qu'on a une section collée qui s'appelle Incidents et qui vous donne accès à tous les incidents qui existent, ceux qui sont fermés, ceux qui sont encore ouverts en termes de cas. Donc il est possible d'avoir des infos comme ça. On n'a pas, à vrai dire, nous, jamais trop développé des documents qui seraient de type chiffré comme ça, avec voilà la situation dans les 10 dernières années. On a fait peu de ce genre de choses. Il est sûr que au jour d'aujourd'hui, c'est une situation relativement rare qu'on rencontre des cas de pétroliers qui ont besoin en plus du FIPOL parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour être couvert par un assureur. C'est quelque chose de rare maintenant. Très bien, merci beaucoup. Et ça confirme ce que dit également le sentiment qu'a Elsa Conté sur le fait que ce soit la convention Bunker qui rentre le plus en compte maintenant pour les affaires d'indemnisation. Correct. Voilà, D'ailleurs, juste un petit point intéressant, c'est que, donc ça c'est tout à fait vrai, la convention soute est celle qui est la plus activée en termes de pollution pétrolière. Et ils sont en ce moment en train de développer justement un guide un manuel de demande d'indemnisation pour cette convention en particulier, parce que en fait il y a eu beaucoup de débats auparavant sur comment décider de ce qui est acceptable ou pas dans la convention soute, puisqu'il n'existait pas de ce type de document, puisqu'en fait ce document existe parce que nous on existe en tant qu'organisation. Et pendant longtemps, notre manuel d'indemnisation a été largement pompé ou utilisé comme inspiration pour cette convention-là. C'est assez logique, mais c'est quand même pas nécessairement toujours la bonne chose à faire. Et donc maintenant, à l'OMI, ils viennent juste de démarrer un groupe de travail pour la création d'un guide de demande d'indemnisation pour la convention soute. Donc, il devrait aider à bien gérer ces types d'incidents. Oui. Parfait. Eh bien, écoute, Thomas, je te remercie sincèrement pour être intervenu durant cette journée.